parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 3 juin 2022, merci de votre fidélité, merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde et de nous écouter à la radio via nos antennes régionales et via également nos sites partenaires. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13. Vous le savez, l'émission interactive. Ou si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224, ou nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG ou sur Facebook également grâce à Sola Media. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de l'émission. La Guinée, de nouveau, à la croisée des chemins. Le pays risque de renouer avec ses vieux démons si rien n'est fait. Le paysage politique et social se redessine au gré des intérêts du moment. Le Front national pour la défense de la Constitution est en tournée européenne depuis plus de 2 semaines maintenant. Les membres de la structure disent faire ainsi de la diplomatie citoyenne auprès des chancelleries occidentales et des institutions internationales de défense des droits de l'homme. Pendant ce temps en Guinée, plusieurs partis politiques, des syndicats et des plateformes de la société civile réunis ce jeudi disent avoir reconstitué les forces vives de la nation. À travers une déclaration rendue publique, ils réclament la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif dans un bref délai. À défaut de quoi, ils menacent de rejeter toutes les institutions mises en place par le CNRD. Qu'est-ce qui sous-tend de telles actions ou de telles décisions? Nous en parlons ce matin avec Sékou Koundouno, responsable des stratégies du FNDC, Aboubakar Souma, président du Parti Guinée pour le développement et l'équilibre GDE, mais aussi Mohamed Sissé, responsable de la communication du PDN, Parti de l'espoir pour le développement national. Et puis la nouvelle est tombée comme un coup près, même si cela se murmurait depuis un bon bout de temps. Maintenant, la décision a finalement été prise ce jeudi. Ousmane Gawal Diallo n'est plus de l'UFDG. L'actuel porte-parole du gouvernement a été exclu par une décision du conseil politique de sa formation politique le 1er juin 2022. Il est accusé d'abandon de poste et de tenir des propos de nature à ternir l'image de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Pour en savoir davantage sur les motivations de cette décision, nous allons joindre Joachim Baba Milimono. Il est le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. D'autres sujets, bien évidemment, viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre ici sur Radio Espace et sur Espace TV avec toute l'équipe au grand complet. Avec vous, Daouda, bonjour, bienvenue. Bonjour Djadia, bonjour à tous. Bonjour Giba. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Giba Milibono et puis Caps, bonjour, merci de nous rejoindre. Merci, bonjour Madame Yoro et bonjour à tous. Alors, vous avez certainement suivi l'actualité hier à cause de la mort de ce jeune. Il s'agit de Tcherno Mamadou qui a perdu la vie lors de ces manifestations, dit-on par balle. Les promesses de Charles Wright, on a vu cette sortie du procureur, mais aussi d'ailleurs du ministre de la Sécurité du côté de Kankan. Oui, effectivement, on réitère encore nos regrets, notre tristesse à voir que nous continuons à être encore dans les erreurs du passé, oui. Alors que promesse avait été faite qu'on allait éviter les erreurs du passé. Mais bon, éviter les erreurs du passé avec les mêmes acteurs, je crois que c'est un peu très compliqué. Alors, on a vu une assurance, un espoir. En écoutant d'abord dans la matinée le ministre Bachir Diallo du côté de Kankan quand il a été interrogé par nos confrères de ses côtés, et il a exprimé sa fermeté à voir la vérité surgir enfin dans une telle situation. Parce qu'il dit avoir déjà donné des instructions à son directeur général de la police nationale à ce qu'il soit remonté les rapports. Parce que c'est ça la procédure. Lorsqu'il y a des unités, il y a une unité qui est déployée sur le terrain, il y a des bavures, les niveaux de responsabilité sont prévus. Oui. Par les textes de maintien d'ordre des manifestations. Alors, il demande des comptes et je crois le directeur général également demandera les comptes au commandant d'unité et ainsi de suite. Ça va arriver jusqu'à la base et c'est ce qu'on souhaite. C'est quand même une communication qui rassure et que le procureur également se déplace pour aller voir
à la maison à la maison mortuaire, mais aussi aller à la morgue voir le corps, promettre sur place qu'il y aura des enquêtes qui vont être ouvertes. Et on souhaite quand même, parce que dire que les enquêtes vont être ouvertes, il est plus précis parce qu'il dit qu'à partir du mardi, on aura des informations, les résultats de l'autopsie. On attend bien le mardi d'être situé sur, pour une première fois, il faut le dire, pour une première fois, que les résultats de l'autopsie parce que tu le dis bien, Daouda, c'est une première que, en pareille circonstance, que un procureur de la République se déplace, qui va vers la mort, qui va vers la famille pour échanger. C'est une première que ça arrive, même si par le passé, on a eu des ministres, par exemple Gassama, qui se rendaient souvent dans certaines familles. Oui, Gassama ne pouvait pas faire ce que un procureur devait faire. Justement. S'il partait, c'est aller exprimer sa sympathie et répartir. Mais lorsqu'il s'agit du procureur qui se déplace, le poursuivant qui se déplace, qui va et qui rassure la famille, qui dit devant la presse que dès mardi, il est très précis, dès mardi, on aura les résultats de l'autopsie. Ça, ce sont des propos qui rassurent, qui donnent de l'espoir que peut-être pour une première fois, on va aller avec la norme. Parce qu'on a besoin de savoir. Et il y a depuis des années cette responsabilité qui est rejetée. Tantôt on dit non, c'est les manifestations, et c'est les manifestants qui détiennent des armes, qui tirent sur les manifestants ou qui tirent sur les forces de l'ordre et de défense. Et de l'autre côté, on dit non, ce sont les forces de l'ordre qui tirent. Si pour une fois, on a la possibilité de situer cette responsabilité, ça va d'abord soulager les familles des victimes, mais également de l'autre côté, ça va dissuader ceux qui s'adonnent à cette pratique d'aller tirer, qui ont la gâchette facile. Si ce sont les manifestants, et on le saura. Si ce sont les policiers ou les gendarmes qui le font, on le saura également. Et cela nous permettra de savoir désormais les manifestations, voilà le caractère qu'elles ont dans notre pays, qui sont les responsables. Parce que c'est ce qu'on a toujours réclamé. C'est ce qu'on a toujours réclamé. On ne peut pas dire que tel est tombé par balle et qu'on ne sache pas d'où est venue la balle. On a vu la sortie de Damantan à un moment donné qui a présenté les éléments qui incriminaient ou qui présentaient des personnes comme, ou en tout cas des supposées personnes comme des auteurs. Mais c'est qu'on n'est pas allé loin pour que la vérité là soit acceptée de tous. Oui. Peut-être que Damantan avait raison quand il le disait, quand il présentait ces éléments de preuve. Peut-être qu'il n'avait pas raison, mais on ne devait pas se limiter seulement à la présentation des images. C'est facile quand on est membre du gouvernement. Quand on est membre du gouvernement, il y a cette redevabilité. Les grandes gueules. Ce n'est pas que en termes financiers, mais c'est aussi sur la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est aussi en tout cas sur la vie de tous les jours du quotidien des Guinéens. Oui. Et aujourd'hui, si cette assurance nous est donnée, on attend bien de savoir qu'est-ce que ça va donner. Mais on ne peut pas continuer à enregistrer des morts dans les manifestations impunément et que vérité ne soit jamais su dans notre pays, parce que d'autres peuvent se livrer à la même pratique, pensant que, ou sachant bien que rien ne pourrait leur arriver. Justement, allez-y, Guiba Milimono, vous avez également suivi cette sortie du procureur qui est venu auprès de la famille, qui a rassuré que pratiquement tous les frais liés à l'inhumation, c'est pas le plus important, mais c'est surtout le déplacement du procureur, le fait de rassurer les familles pour une fois que justice pourrait être rendue. Est-ce que vous êtes convaincu? Oui, pour l'instant, c'est trop tôt de dire est-ce que les choses vont aboutir ou pas. On attend de voir d'abord que les légistes finissent leur travail. Ensuite, c'est sur la base de ça, ils vont commencer la reconstitution des faits. Mais ce qu'il faut dire, hier, on le disait dans ce studio, qu'il y avait quand même... le gouvernement était muet jusque tard la nuit, tôt le matin. On n'a pas entendu une seule déclaration. Donc, on s'est posé à cette question ici. Mais l'État étant celui-là qui est le garant des libertés, qui est le garant qui est là pour protéger les citoyens et leurs biens, il faudrait qu'ils prennent la parole, parce que je pense qu'un simple mot peut
quand même essayer de détendre. Non, mais hier au conseil, ils en ont parlé. Non, c'était avant le conseil. Dans les grandes gueules, quand on faisait les GG le matin, il n'y avait pas encore de communication. Certainement, peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments. Non, c'est juste une hypothèse. Bon, élément ou pas, je pense qu'à chaud, peut-être la communication qu'on aurait pu faire, c'était de condamner ce qui s'est passé et présenter des condoléances. D'habitude, c'est quand même machiavélique, mais de par le passé, on faisait une sorte de bilan du nombre de blessés, du nombre de morts, et du côté du gouvernement et du côté de l'opposition. Justement, oui. Et c'est pratiquement chacun tirait la couverture. Oui, c'était la guerre de la communication, mais la guerre des chiffres. Sauf que là, je pense qu'on aurait pu quand même, à travers une communication peut-être succincte, pour dire que toutes nos condoléances à la famille, nous condamnons ce qui s'est passé. On attendait quand même ça. Je pense qu'après, au sortir de ce studio, aux environs de, je crois, de 11h, 11h30. Parce qu'on a écouté le ministre dans le midi. Justement, dans le midi. Bachir, donc c'est à partir de midi, 11h, 12h, qu'il a fait cette sortie depuis Cancan, où il a d'abord condamné ce qui s'est passé. Il a promis que cet acte ne va pas rester impuni. Et donc, nous espérons que, au-delà des discours, au-delà des mots, qu'une action va suivre. Le chef de l'État, aussi à l'occasion du Conseil des ministres, il est revenu sur ce qui s'est passé dans le compte-rendu. Il a dit qu'il est toujours fidèle à ses engagements et donc la boussole, et la justice va être la boussole qui va toujours orienter le peuple de Guinée. Et donc que le gouvernement présentait ses condoléances à la famille de ce jeune qui est tombé hier. Maintenant, il y a aussi l'appareil judiciaire qui s'est invité, le procureur, on a suivi sa sortie. S'enclenche déjà parce qu'il y a eu cette réquisition. Le parquet général s'est adressé au niveau du parquet du tribunal de première instance du Dixine, puisque c'est la compétence géographique. Et donc, ils attendent que le légiste finisse son travail. Et donc, sur la base de ce document-là, il pourrait peut-être se rendre sur les lieux pour faire une reconstitution. Vous savez, de par le passé, on a toujours dit que pourquoi on avait du mal lorsqu'il y a des cas de mort, des gens prennent des balles lors des manifestations, qu'elles soient acceptées ou pas. C'était possible de situer les responsabilités parce que nous avons des gens... C'est toujours possible. C'est possible. Nous avons des gens qui ont suivi des formations en Russie, en criminologie. Nous avons une expertise balistique qu'on peut faire parce que si, par exemple, il y a un travail, s'il y a un travail, justement, un lien avec ceux qui font l'autopsie et ceux qui font l'enquête sur le terrain, ils travaillent concomitamment. Je pense que c'est facile de situer les responsabilités parce que si aujourd'hui, on arrive à situer la position des tireurs, là où le jeune a pris la balle, parce que j'aurais appris que c'est en plein visage qu'il aurait pris la balle. Est-ce que l'intention c'était de tuer? Est-ce que c'est une balle perdue? On ne sait pas exactement à quel niveau. Voilà, donc c'est au niveau, en tout cas c'est au niveau de la tête. Et donc ça veut dire que si le légiste finit son travail, il peut venir sur le terrain faire la reconstitution des faits. Ils peuvent, dans certains pays, on peut même définir la position des tireurs. On peut définir la vitesse avec laquelle il a tiré. Même s'il y avait plusieurs personnes qui tiraient, on peut savoir exactement parmi eux qui a donné la mort et qui est venu après. Donc ça, tout ça c'est possible. Nous avons des experts aujourd'hui dans le pays qui ont fait des formations brillantes du côté de la Russie. Je pense que s'il y a une volonté politique, pas que la Russie, justement, on en a plein ici aujourd'hui qui peuvent facilement faire ce travail de reconstitution sur le lieu du crime pour situer les responsabilités. Parce que si aujourd'hui il y a une sanction qui tombe, c'est un signal fort que le CNRD envoie à tout le monde pour dire effectivement le discours que nous avons tenu le jour où on a pris le pouvoir cadre aujourd'hui avec l'action qu'on est en train de poser, le fait que la justice soit aujourd'hui la boussole qui va orienter le peuple de Guinée. Donc c'est l'occasion, je pense, d'envoyer un signal fort à tous ceux qui pensent que vous pouvez vous rendre responsable des crimes de sang et que cela reste impuni. Parce qu'un acte impuni entraîne la commission d'un autre acte. Bien, l'impunité encourage le crime. Allez-y, Caps. Vous avez également écouté le ministre de la Sécurité. Le drame dans ce pays, c'est que le plus souvent, en tout cas beaucoup de cas, c'est généralement des gens qui ne sont pas dans la manifestation, qui prennent soit des balles perdues et qui ne sont généralement pas concernés par ce qui se passe. Justement, et c'est dommage, c'est ça. On a vu le témoignage de l'ami de ce jeune qui disait qu'il a pris son téléphone pour aller au cyber pour télécharger de la musique parce que la situation n'est pas calme pour qu'à la maison le soir il puisse... C'est quand même triste tout ça. C'est très triste et moi je commencerai déjà, Madame Yoro, par rappeler un fait et ça c'est pour lancer un message à l'opinion, au peuple de Guinée, que quand il y a dans des manifestations comme ça, quand il y a mort d'hommes,
il est important de ne pas en rajouter sur la douleur de la famille. Parce qu'en fait, avant de commencer à se prêter dans des communications allant dans tous les sens, à communiquer sur les réseaux, à partager des photos, etc., ce ne sont pas des choses qui aident la famille déjà à justement sortir de la douleur que la famille est en train de vivre. Donc il est important d'aborder toutes ces choses avec une plus grande responsabilité. Maintenant, à l'État, il faut dire à nos autorités que la responsabilité justement de pouvoir rendre justice, de lutter contre ces violences pendant ces manifestations émane plus d'une volonté politique que de tout autre. Alors aujourd'hui, s'il y a une vraie volonté politique, en tout cas pour les discours, on en a déjà suffisamment entendu. Par le passé, on nous a dit la même chose et maintenant on nous dit la même chose. Et maintenant, encore une fois, il est important justement que les actes puissent être posés. Et c'est là où il faut féliciter et encourager le procureur Charles Wright de ce qu'il est en train de mener comme démarche, de sa promptitude. Et ça, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut l'encourager, le féliciter, ça l'encourage à aller de l'avant. Et c'est dans cette logique qu'il s'inscrit. Maintenant, il faut rappeler en fait, oui, la justice est censée, la boussole va guider cette transition, etc. Le peuple de Guinée, tout ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on occulte un fait. Pour que les choses changent, il faut d'abord un changement de mentalité. Tant qu'on n'arrive pas à pouvoir réussir ce changement de mentalité, que ce soit au niveau de la population... Ce mentalité se fera à travers l'application de la loi. Oui, l'application de la loi, oui. C'est le bâton et la carotte. Oui, la loi doit s'appliquer, sinon il y a des gens qui ne vont pas changer. Donc, en ce moment-là, la carotte, le bâton devient la loi et la carotte devient cette sensibilisation, cette éducation du peuple, etc., qui doit suivre. Et aujourd'hui, le gouvernement doit s'impliquer allant dans ce sens-là. Et les partis politiques, au lieu de se mettre là à dire manifestation, ne manifestons pas, transition, 36 mois, etc., ils oublient que leur vocation première, c'est d'abord l'éducation civique et politique de la population à la base. Et aujourd'hui, les partis politiques ne sont pas en train de le faire. Et aujourd'hui, il faut que tout le monde s'inscrive dans cette logique-là, justement pour qu'on puisse aller finalement vers ce changement de paradigme et de mentalité, pour qu'on puisse sortir de cet état de fait-là. Et maintenant, je termine à dire au procureur Charles Wright que oui, d'accord, on lui accorde le bénéfice du doute, mais il faut qu'il suive que ces enquêtes judiciaires qui sont ouvertes puissent aller au bout, et que pour une première fois, qu'on puisse identifier les auteurs, celui qui est le responsable. Et surtout que le travail soit fait de façon professionnelle. Justement. Nous connaissons ce pays. Justement. Et pas nous sortir quelque chose de biaisé pour dire oui. Justement, pour calmer les ardeurs, il ne sert encore à rien d'aller très vite si c'est pour bâcler le travail. Le plus important, c'est que le travail soit fait dans les règles de l'art et que les auteurs puissent être identifiés et sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. Bien, allez-y, Daouda. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est qu'on a pris l'habitude chez nous, lors des manifestations, lorsque quelqu'un est atteint par balle ou par autre chose et qu'il succombe sur place, tout de suite, on prend le corps, on l'envoie quelque part. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal lorsque vraiment s'il est blessé et il faut comprendre par exemple que si c'est un cas de blessé, généralement il n'y a pas de sapeur-pompier. Il y en a qui prennent des gens blessés pour les envoyer à l'hôpital. Et qui succombent après, oui. Mais il y en a qui meurent sur place. Oui. Il faut laisser le corps. Il y a le dispositif qui est prévu pour cela. Le procureur, le médecin légiste, et ainsi de suite, qui viennent constater les faits. La police scientifique qui viennent constater les faits avant le déplacement du corps. Mais lorsqu'on déplace le corps avant l'arrivée de ceux qui sont censés étudier tous les paramètres, vous faites perdre la piste aux enquêteurs. Donc, quand il y a, c'est vrai, la Croix-Rouge, je crois qu'on en a dénoncé plusieurs fois d'ailleurs, lorsqu'il y a des morts comme ça, là, parfois on appelle la Croix-Rouge parce qu'on a des liens directs avec un agent de la Croix-Rouge, on l'appelle directement, l'ambulance de la Croix-Rouge vient ou prendre le corps, l'amener quelque part, ainsi de suite, c'est pas normal. Lorsqu'il y a un manifestant, en tout cas on ne le souhaite pas, lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans les manifestations et autres, c'est du ressort de la Croix-Rouge d'aider en cas de crise, mais quand le corps quand c'est le corps maintenant, la Croix-Rouge n'a pas la Croix-Rouge n'a pas droit de déplacer le corps avant la police. La Croix-Rouge sait, les agents savent, parce que c'est prescrit. Et ils ne doivent pas déplacer le corps tant que le procureur ou le médecin légiste, la police scientifique ne viennent pas
fini leur travail, c'est après cela qu'ils déplacent le corps. Mais le plus souvent, on vient rapidement, on prend le corps, on le déplace, et ça fait perdre vraiment les pistes de cela. S'il n'y a pas de proactivité. Par le passé, il n'y avait pas de déplacement pour faire un travail balistique, des investigations du côté de la police. Vous vous rappelez? Du temps, en tout cas, les 10 années passées, sous Alpha Condé, les corps restaient là. Si on exigeait cela, ça pouvait aider. Ce n'est pas, on ne peut pas dire. On a exigé la préservation de la vie humaine, on ne l'a pas obtenu. On ne peut pas dire qu'au temps de Alpha Condé, ça n'existait pas. Oui, mais il n'y avait pas d'études. Par exemple, quand quelqu'un tombait, qui venait pour dire qu'on va enquêter, on va faire savoir d'où est venue la balle? C'est parce que les corps étaient déplacés. Non, Daouda. Les corps étaient déplacés. S'il vous plaît, il faut une proactivité. Si les autorités ne se bougent pas pour faire le travail, ça va de soi. Vous êtes en train de mélanger les choses. On ne mélange rien. Non, vous êtes en train de mélanger les choses. Éclaircir. Moi, je suis en train de rappeler ce qu'il faut lorsqu'il y a un corps qui est retrouvé. Cela peut être dans une manifestation, tout comme on peut se réveiller le matin, on trouve que dans le quartier, il y a un corps sans vie qui est là. Mais le plus souvent dans les manifestations, les corps sont déplacés. C'est vrai, les corps sans vie qu'on retrouve les matins ou la nuit, ça, on attend que la police vienne, ou la gendarmerie, la police scientifique vienne travailler là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit des manifestations, pour faciliter le travail, ce n'est pas qu'on rappelle ce qui s'est pas passé, ce qui s'est passé, mais ce qui doit être. C'est ce qu'on est en train de rappeler aux gens. Oui. Ce qui doit être, c'est ce qu'on est en train de rappeler. C'est vrai qu'on ne souhaite plus qu'il y ait des morts dans les manifestations chez nous, mais puisque c'est toujours lié, il y a des effets qui font monter la mayonnaise par moment. Il faut que ce respect soit observé par chacun de nous. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on parle... Mais en rappelant, Daouda, ce qui doit être, il faut signaler également la proactivité des autorités. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être que je ne le dis pas dans tes termes, mais c'est ce que je suis en train de dire. Alors, l'autre aspect... Parce que par le passé, toi-même, tu sais que quand les gens tombaient, personne ne venait prendre. C'est les amis, pratiquement. Parce qu'aucun policier, personne ne venait. Il y avait une sorte de bras de fer où les gens se disaient... En fait, la volonté, ce n'était même pas de... La volonté, c'était même pas de... C'est ce que tu dis, c'est vrai. C'est ce que je suis en train de faire. Ce qui est derrière nous... Ce qui est derrière nous, on s'est battu pas plus de 10 ans, plus de 20 ans. Parce que même avec l'Anse, on a compté, on a vu que ça n'a jamais été le cas. Mais puisque les donnes changent progressivement, il faut également que cela soit inculqué en l'esprit de nos concitoyens. Qu'on sache ce qu'on doit faire en telle circonstance, en pareille circonstance, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, que les gens le sachent. Et pour terminer sur cette question, on en parle peu. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui a reçu une balle. On accuse, en attendant de savoir qui l'a vraiment fait, on accuse la police, la gendarmerie, en tout cas les forces de l'ordre. Mais il faut aussi insister sur le cas de ce jeune qui a été poignardé par des manifestants. Oui. Ça, il faut aussi insister là-dessus parce que ses parents disent connaître les auteurs de cet acte. Mais il faut aujourd'hui que le procureur, qu'il ne se limite pas à la famille mortuaire, mais qu'il se déplace également vers l'autre famille de ce jeune qui a été poignardé, en tout cas, comme on le dit, par des manifestants. Et s'ils ont les indices sur ceux qui ont commis cet acte, que les auteurs soient arrêtés et jugés. Et je crois que cela pourrait aussi compléter la bonne volonté du procureur ou du ministre de la Sécurité, qu'on ne se limite pas aux morts, même un blessé. C'est grave dans une manifestation dans notre pays. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. L'émission continue dans un instant. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.
Mais aussi sur Espace TV. Merci de nous écouter du côté de Kouroussa sur Djoliba FM et du côté de Farana. Vous nous écoutez sur Bambou FM. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter via nos antennes régionales et merci à Sola Media qui relaie cette émission. Vous pouvez interagir sur Grande Gueule Espace TV, sur Facebook et sur le 657 39 13 13, nos différents canaux ou sur Twitter. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages dans la deuxième partie de l'émission. Je le disais à l'entame, la Guinée de nouveau à la croisée des chemins. Le pays risque de renouer avec ses vieux démons si rien n'est fait. Le paysage politique et social se redessine au gré des intérêts du moment. Le Front national pour la défense de la Constitution est en tournée européenne depuis plus de 2 semaines maintenant. Les membres de la structure disent faire ainsi de la diplomatie citoyenne auprès des chancelleries occidentales et des institutions internationales de défense des droits de l'homme. Et donc, nous essayons pendant ce temps en Guinée plusieurs partis politiques, des syndicats et des plateformes de la société civile réunis ce jeudi disent avoir reconstitué ou disent essayer de reconstituer les forces vives de la nation. À travers une déclaration rendue publique, ils réclament la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif et dans un bref délai, à défaut de quoi ils menacent de rejeter toutes les institutions mises en place par le CNRD. Qu'est-ce qui sous-tend de telles actions? Nous essayons de comprendre ce matin avec Sékou Koundodo, responsable des stratégies du FNDC, Aboubakar Souma, président du G2E et Mohamed Sissé, responsable de la commission du PDN. Et puis cette actualité, la nouvelle est tombée comme un coup près, même si cela se murmurait depuis un bon bout de temps. La décision a finalement été prise ce jeudi. Ousmane Gawal Diallo n'est plus de l'UFDG. L'actuel porte-parole du gouvernement a été exclu par une décision du conseil politique de sa formation politique le 1er juin 2022. Il est accusé d'abandon de poste et de tenir des propos de nature à ternir l'image de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Pour en savoir davantage, dans un instant, nous essayons de joindre Joachim Baba Milimono. Il est le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Alors, Guiba Milimono, vous avez suivi cette actualité, vous avez vu cette décision de l'UFDG qui existe sur tous les sites du pays. La décision a été tombée. Ousmane Gawal exclu de l'UFDG. Oui, c'est hier de la journée, on a vu ce communiqué du parti dans lequel d'abord ils sont revenus un peu sur les dispositions qui justifiaient son exclusion, notamment le fait de dire que depuis sa sortie de la prison, qu'il ne s'est jamais présenté à une activité de l'UFDG. Il faut rappeler qu'il est membre du conseil politique. Oui. Voilà, donc le conseil qui se tient tous les lundis. Donc, qui ne s'est jamais, non seulement au conseil, aux réunions du bureau exécutif, mais aussi à l'Assemblée générale. Donc, globalement, toutes les activités du parti qui ne s'est pas présenté. Sa nomination aussi. À sa nomination, on indique également le parti que n'aurait pas été consulté ni informé. J'avais vu à l'époque le tweet de Selou, là où il disait que Ousmane Gawal m'a appelé ce matin pour me signifier de sa nomination. Et donc, mais plus loin, il rappelle qu'il faut rappeler que le parti n'a pas été informé de quelconque nomination. Mais éventuellement, c'est consulté, voilà. Et éventuellement, ils ont aussi rappelé dans le même communiqué, c'est sorti sur les médias pour dire qu'ils tournent en dérision les décisions du parti. Donc, en tout cas, une attitude qui est en contradiction avec les valeurs, la discipline du parti. Donc, c'est conformément à tout cela, ils ont décidé finalement de l'exclure. Mais je pense que ça, c'est un communiqué, c'était prévisible. Moi, je pense que ça, c'était prévisible parce que beaucoup estiment que Ousmane Gawal Diallo et Selou Dalein ne regardaient plus dans la même direction depuis la prison. Parce que d'abord, il y a eu cette déclaration qu'ils avaient fait à l'époque, lui, Chérif Ba et Selou Baldé. Donc on apprend que cette déclaration en le faisant, que le parti n'a pas voulu souscrire parce qu'il estimait que non seulement le président n'a pas été consulté, le parti donc n'a pas été associé, c'est comme ça ils ont décidé de faire leur déclaration et donc finalement on prêtait à Ousmane Gawal de rouler pour l'autre camp et donc de tenir des propos dans des salons qui n'allaient pas dans le sens un peu du renforcement de la cohésion au sein du parti et on estime aussi qu'il faut commencer aussi à parler du débat du changement à la tête du parti. Donc ils ont dit c'est démocratique le fait de dire qu'il faut un changement à la tête d'un parti, mais il faut que cela se fasse au sein des instances du parti.
Donc on l'accuserait de partir dans des salons, de dire à certains journalistes... Il y a cette vidéo en laquelle moi je ne crois pas, je pense que c'est du pur montage. Voilà, donc cet audio qui est en train de circuler, un professionnel, vous l'écoutez, vous sentez que vers la fin... Justement, moi je ne suis pas... Il y a quelque chose qui a été collé. Moi je ne vais pas aller sur la base de cet audio parce que c'est pas encore... c'est un audio qu'on ne peut pas pour l'instant commenter. Mais ce qui reste clair quand même, c'est que depuis fort longtemps, ce monsieur et le parti, ils étaient en rupture de ban pour plusieurs raisons. Donc, ils l'ont accusé de porter le couteau dans le dos du président du parti et donc de nourrir d'autres ambitions. Je pense qu'on peut être ambitieux lorsqu'on est au sein d'un parti politique puisque vous n'êtes pas là pour vous stagner. Vous avez aussi envie de monter, mais on estimait qu'il fallait que cela se fasse selon les statuts du parti, dans les règles de l'art, et que le débat se pose au sein des instances. Mais aller passer par des journalistes, puisqu'on l'accuse de faire passer le débat par certains journalistes, d'aller dans les salons et de faire le débat sur la succession. Est-ce que c'est avéré? Bon, en tout cas, c'est l'accusation que des leaders du parti portent. Maintenant, pour finir rapidement, il y a quand même une chose que beaucoup sont en train de soulever aujourd'hui, c'est le fait de dire... Si tu permets, Joachim Baba, que nous essayons donc de joindre, Joachim Baba Milimono, le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, s'il est à l'écoute, qu'il veuille bien décrocher donc son téléphone. Justement, rapidement, et ce qu'il faut dire, parce que je vois beaucoup de réactions pour dire, est-ce que c'est une erreur politique de la part de l'UFDG, cette exclusion de Ousmane Gawal Diallo? Qu'est-ce que l'UFDG perd avec le départ d'Ousmane Gawal Diallo? Qu'est-ce que Ousmane Gawal Diallo peut gagner ou peut perdre en partant du parti? Donc, ce qu'il faut quand même rappeler aujourd'hui, c'est que Ousmane Gawal Diallo, peut-être ce qu'il peut gagner, ça lui permet aujourd'hui de commencer à préparer son capital politique. De se dire, bon, on m'exclut du parti, je suis aujourd'hui ministre de l'Habitat, donc je commence aussi à avoir un parcours politique, certainement pour les échéances à venir. Pas maintenant, mais pour le futur. Donc, il peut commencer à constituer son capital politique. Maintenant, qu'est-ce que le FDG perd? Moi, je pense que foncièrement, le FDG ne perd pas assez avec ce départ, parce que, laissez-moi vous dire une chose. Quand même, hein? Oui, Gawal. Pas assez. Oui, Gawal, oui, mais vous oubliez une chose. Oui. On parle quand même là d'un Selou et d'un Ousmane Gawal, au-delà du parti. Non, c'est pas les deux qu'il faut mettre dans la balance. Oui, non, au-delà du parti. Oui, humain, voilà. Vous regardez un peu, justement, vous regardez, c'est une ressource, je suis d'accord avec vous, mais nous regardons les partis politiques, comment ils sont organisés en Afrique. Aujourd'hui, Selou, il est pour l'UFDG, ce qu'Alpha Condé représentait il y a un bon moment pour le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que lorsqu'un cadre descend du bateau du RPG, est-ce qu'à l'époque, pour autant, cela pouvait amener le bateau à tanguer ou avoir un impact sur le parcours d'Alpha Condé? Je ne pense pas. Parce que ces leaders, tous les deux, ils tirent leur force, pas d'un cadre du parti, mais des militants, de leur base. Du peuple. C'est ça, en fait, pas du peuple, de leurs militants, de leurs militants, voilà, de leurs militants. Ils tirent leur force de leurs militants. Donc moi, je pense que ça permet au contraire à Ousmane Gawal de commencer à constituer son capital politique, d'être indépendant, de préparer son avenir politique. Mais aussi, le FDG... On a essayé de le joindre ce matin pour avoir sa réaction. Mais depuis hier, moi, j'ai essayé de le joindre. Peut-être, bon, à chaud, les mots, quand même, il faut les calculer parce que pour une telle situation, il faut beaucoup de réflexion. Mais ce qu'il faut dire, je pense que Selou Dalein Diallo, comme tous d'autres politiciens en Afrique, il a commencé au bas de l'échelle, il a gravi tous les échelons de l'administration, il est devenu Premier ministre, on l'amène à la tête d'un parti politique, sa première participation à l'élection, il fait 44%, il a un capital politique aujourd'hui qui le permet de foncer, même si un autre descend du bateau. C'est mon avis, je pense qu'aujourd'hui, vous avez un homme qui, vous regardez les scores qu'il a fait sur les 10 dernières années, et c'est au contraire lui, avec son aura, avec le fait qu'il y a une communion entre lui et ses militants, il y a cet amour fusionnel qu'il entretient avec ses militants. Il faut être parfois dans les manifestations ou dans la campagne pour le comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, il a au contraire participé à fabriquer beaucoup d'entre eux. Certains sont devenus maires à travers son image, sont devenus députés à travers son image, même s'ils ont aussi animé le parti, ils ont apporté plus au débat politique du parti. Je pense que l'un dans l'autre, moi je crois que l'homme, il tire sa force de ses militants. C'est ce qui le garantit aujourd'hui, le fait sa longévité sur les 10 années et les scores qu'il a pu faire, c'est quand même très réduit, très exceptionnel dans la sous-région. Votre première participation à une élection, faire un score de 44%, ce n'est pas donné à tous. Je pense que ça, il a un capital aujourd'hui, au même titre qu'un Alpha Condé, qu'il ne faut pas négliger. Bien. Je crois que Ousmane Gawal, ça va lui permettre de commencer à construire sa carrière politique pour les années à venir. Mais Selou Dalein Diallo aussi, je crois, au moment où nous sommes, avec
les bilans qu'il a fait, avec l'expérience qu'il a pu acquérir sur les 10 années, je ne crois pas que le départ d'un cadre aujourd'hui puisse faire basculer le parti, sachant qu'il tire sa force de ses militants. Est-ce qu'il a la possibilité de refuser Daouda? Je ne sais pas, juridiquement, peut-être qu'il faut se pencher là-dessus. S'il a la possibilité de refuser cette exclusion, peut-être aller devant les juridictions, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il puisse se permettre. Avant d'arriver à cette question, je crois que Djiba fait une analyse qui tromperait davantage Cellou Dalein Diallo. Un parti politique, ce n'est pas exclusivement un homme. Cellou Dalein Diallo est très aimé, il est très adoubé par ses militants, mais à lui seul, il ne fait pas le parti. C'est pour cela que je parle de ressources. À lui seul, il ne peut pas. S'il y a aujourd'hui cet amour qui a été cultivé, qui a été nourri, qui a été entretenu, c'est parce qu'autour de Cellou Dalein Diallo, il y a des hommes qui constituent des paravents pour lui. Et sinon, il n'y a pas ce qui n'a pas été dit sur Cellou Dalein Diallo. Qui sont ceux qui sont sortis ou qui sortent toujours pour venir défendre Cellou Dalein Diallo, pour venir laver son honneur, pour venir laver son image? Ce sont ces hommes autour de lui. On a vu les difficultés dans lesquelles ici Ousmane Gawal Diallo faisait des sorties pour, notamment quand on a parlé de cette subvention qu'on accordait au chef de file de l'opposition. Quand d'abord Cellou Dalein Diallo est sorti sur les grandes gueules pour justifier un peu cette subvention, mais derrière c'était une mauvaise communication. Il a fallu ces hommes autour de lui. Pas que Ousmane Gawal Diallo, il y avait Alpha Boubacar, il y avait beaucoup d'autres cadres qui ont eu du pain sur la planche, qui ont eu des difficultés à défendre, mais qui ont réussi quand même à un moment donné à inverser la tendance et à redorer l'image de Cellou Dalein Diallo. On ne peut pas dire que parce que Cellou Dalein Diallo a fait 44% de l'électorat de la Guinée à une élection, que c'est exclusivement sa beauté ou son seul amour. Je t'ai écouté, tu m'attends. Tu écoutes que je finisse. Du capital politique que l'homme a pu acquérir sur des années. Je t'ai écouté. Sur des années. Peut-être tu m'as écouté, tu n'as pas compris ce que je dis. Je t'ai écouté. Tu peux me permettre. Je te dis que l'homme, parce qu'il faut que tu m'écoutes pour ne pas tirer les bouts de phrase de leur contexte. Je dis que l'homme. Je te laisse la parole. Précise ce que j'ai dit. Je dis que l'homme, sur les années sous Conté, quand il vient à la tête de l'UFDG et les scores qu'il a fait, il a aujourd'hui un capital politique sur plusieurs années. Ça n'est pas lié à son physique ou à sa beauté. Il a un capital aujourd'hui à revendre. Et je dis, Ousmane Gawal Diallo, le fait aujourd'hui qu'il est exclu, si toutefois il partait, ça lui permet aussi aujourd'hui de commencer à constituer son capital politique. Parce que vous ne pouvez pas tomber du ciel comme ça et venir faire de tels scores. C'est parce que vous avez aussi un parcours. Il a gravi tous les échelons au sein de l'administration jusqu'à être Premier ministre, et beaucoup se sont battus dans ce pays pour l'être, parce que ça vous permet dans votre CV, dans votre réseau et dans votre parcours politique de vous renforcer dans vos convictions et de renforcer dans votre parcours politique. Ousmane Gawal qui est ministre de l'Habitat aujourd'hui, c'est un départ pour lui, c'est ce que je dis. Chacun se constitue aujourd'hui. Justement, voilà, le parti, c'est ça. Le parti politique, voilà, le parti, justement, c'est ça. Il commence à constituer son capital politique. Ça va lui permettre dans les années à venir, c'est ce que je dis, dans les années à venir, de peser sur la scène politique et de se préparer mieux. Vous avez un parcours au sein d'un parti politique. Aujourd'hui, vous êtes ministre de l'Habitat. Peut-être un jour, vous êtes Premier ministre. Vous êtes président d'un parti politique. C'est comme ça qu'on se constitue en politique. Je dis une fois encore, Cellou Dalein, on ne le suit pas parce qu'il est le plus puissant ou tout. Je suis d'accord qu'il y a des cadres autour de lui. Mais je dis, ce sont des leaders. Souvent, si vous regardez la façon dont les partis politiques sont organisés en Afrique, souvent ils tirent les forces de leur base, de leurs militants, parce que c'est un électorat qui ne regarde qu'un nom et l'électorat ne bouge pas. Je ne dis pas ça à cause de tu peux aller. Oui, voilà, merci. Merci. Alors, je continue à dire. Il fallait cette précision. Non, c'est une précision, pas que je n'ai pas compris. C'est une métaphore que j'ai dit quand j'ai dit que c'est pas à cause de sa beauté, ce n'est pas que les gens vont le suivre dans ce sens. Oui. Il faut bien qu'on accepte cette dialectique. Ce que je suis en train de dire, perdre un militant, pas n'importe lequel, à la trempe de Ousmane Gawal Diallo, c'est une grosse perte pour le parti. Oui.
On a vu aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une foule compacte, il y a un réseau compact derrière celui d'Alain Diallo à l'UFDG. On a vu l'exclusion de Baouri, de l'UFDG, comment cela a tangué le bateau de l'UFDG. Non. Aujourd'hui, ça a tangué le bateau de l'UFDG. Aujourd'hui, au sein du parti, il y a encore. Ils ont perdu les élections. Que je m'exprime. Non, il était là en 2010. Ils ont perdu les élections. Dis que le bateau a tangué, il faut relativiser. Vous calculez mal les élections. Vous calculez mal les élections. C'est toi qui calcules. Ce n'est pas le potentiel électoral d'un leader ou d'un cadre d'un parti qui fait forcément sa force au sein d'un parti politique. Quelle est la mission première? Je vais terminer. C'est Moussa Yoro qui pose les questions. Laisse-moi aller. C'est son temps d'antenne. On a eu ici des leaders. Oui. On a vu Aboubakar Silla, on disait qu'il n'a même pas sa famille derrière lui dans son parti. Mais de l'UFC, oui. Il a quand même eu, à un moment donné, de l'influence, en tout cas toutes les entités auxquelles il a appartenu. Au point d'être porte-parole de l'opposition, il a eu cette influence. Mais dans les élections, le parti a eu quoi? Ce n'est pas cela. Ce n'est pas le monde qu'on draine. L'argent. Ce n'est pas le monde qu'on draine. Il y a des stratégies politiques. Il y a des positionnements politiques qui n'ont rien à voir avec la foule. On peut avoir de la foule et ne jamais gagner une élection. On peut avoir la foule et ne jamais avoir une place sur l'échiquier politique. Quand on parle du parcours de Cellou Dalein Diallo, de l'administration jusque là où Premier ministre et aujourd'hui il est venu, Alpha Condé n'a jamais été sous-préfet dans ce pays. Alpha Condé n'a jamais été sous-préfet dans ce pays. Mais il a fait 40 ans de lutte. Il a fait 40 ans de lutte. Ça n'a rien à voir avec l'administration, avec le parcours administratif qu'il peut avoir. J'insiste encore là-dessus. C'est que tu ne comprends pas. Le départ, l'exclusion de Ousmane Gawal Diallo, c'est une bourde pour le parti. Ça ne devait pas arriver. Oui. On a prêté le flanc à une sorte de je sais pas à votre avis, que devrait faire l'UFDG? L'UFDG, au lieu de l'exclure, je crois qu'il y a des étapes avant d'arriver à l'exclusion. Oui. Il y a des avertissements, il y a des blâmes, il y a tout cela. Mais du coup, on va à l'exclusion. Je me dis que c'est une faute politique. Voilà, on peut trouver les arguments qu'on veut. Pour qu'il nous dise, est-ce qu'ils ont essayé de parler de dialoguer avec lui, parce que le monsieur il dit qu'il est de l'UFDG. Ça veut déjà dire qu'il est ouvert au dialogue au sein du parti. Il est ouvert au blâme qu'on peut lui infliger au sein du parti. Il est ouvert aux avertissements. Il aurait pu ne pas dire qu'il est de l'UFDG en tant que ministre de la République. Il n'est pas seul. Il aurait pu il n'est pas seul. En fait, il n'est pas seul. On n'a pas dit que ceux qui appartiennent à la transition doivent renoncer à leur appartenance politique ou autre. On n'aura pas dit, ou bien la charte l'a dit quelque part. Non. La charte ne l'a pas dit. On a dit on veut aller avec tout le monde. Et aller avec tout le monde, c'est aussi bien les entités politiques, les entités sociales, comme on le sait d'ailleurs, le secrétaire exécutif, le secrétaire national de la jeunesse de l'UFDG, Mohamed Bakari, il n'est pas ministre, mais il est avec la transition. Oui. Il est avec la transition, on ne parle pas de lui. Ils sont nombreux comme ça qui sont dans la gestion de la transition, parce que Ousmane Gawal Diallo, si son cas fait débat, c'est parce que il est à un niveau où il ne passe pas inaperçu. Et cela devait être. Cela devait être. Qu'il est exclu parce qu'il est à un niveau où non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit ainsi. Je dis sa communication, ses faits et gestes. Si c'est scripté comme on le fait aujourd'hui, c'est parce qu'il est à un niveau où il ne passe pas inaperçu. Cette position de Ousmane Gawal Diallo, ce statut qu'il a, cette image qu'il a aujourd'hui avec la transition, devait être un potentiel pour l'UFDG pour continuer son combat. Bien. Parce qu'au sein de la transition, il a des hommes influents. Il a un homme influent
ça devait être une arme pour le parti que d'aller à la confrontation, que d'aller à l'exclusion. Daouda, on vous dit je veux, Djiba, permets-moi, tu n'es pas seul dans ce studio. Ce que j'ai envie de rappeler, il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on puisse voir les choses telles qu'elles sont. Le divorce entre Ousmane Gawal et l'UFDG, c'est déjà consommé depuis le 16 depuis juillet. Longtemps, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est une évidence, c'est une réalité. Depuis longtemps. C'est ce qui explique le fait qu'ils ne participent pas aux activités du parti politique. Maintenant, selon moi, ce que les gens doivent comprendre, et c'est d'ailleurs dû aux relations. Et c'est d'ailleurs ce que vous dites que le divorce est consommé, ça s'est fait depuis. C'est vrai qu'on a eu des rumeurs, on a appris des choses sur Ousmane Gawal, mais est-ce que c'est de l'hypocrisie que de continuer à dire qu'il est toujours de l'UFDG? Oui, bien sûr. À votre avis? Bien sûr. Pour moi, c'est il a toujours prôné, clamé qu'il est toujours de l'UFDG. Oui, mais dans ce communiqué, on vous dit que depuis sa sortie, il n'a pas participé aux élections. Si cela s'avère, en attendant que Ousmane Gawal prenne la parole, il faut prendre avec des pincettes. Mais si c'était vrai, ça veut dire qu'il y a un malaise. Oui. D'accord, moi j'ai envie de dire une chose. Pour dire que le divorce même est consommé depuis longtemps, quand Ousmane Gawal, suite à sa nomination, c'est le président Cellou Dalein qui l'a appelé. Il n'a pas adressé un courrier au parti pour information, il n'a pas échangé avec le parti. Donc, comme pour dire, il maintient les relations de famille, il maintient les relations d'amis, mais cette relation politique en tant que telle, c'est ce qui rend. Et même, il faut même voir, est-ce que la position qu'occupe Ousmane Gawal aujourd'hui, en étant dans ce gouvernement-là, en étant dans la neutralité, est-ce qu'il peut ne pas pouvoir dire les mots qu'il dit et attaquer, et pour que l'UFDG puisse dire qu'il n'est pas en train aujourd'hui de favoriser la cohésion interne au sein du parti. Il faut voir la position de l'homme aujourd'hui pour pouvoir le dire. Et c'est pourquoi moi j'ai envie aujourd'hui qu'on sorte du leurre, qu'on soit réaliste, qu'on voie les choses en face, parce que c'est ça la vérité. Le divorce est consommé depuis longtemps, l'autre c'est ailleurs. En fait, il faut le mettre. Maintenant, la réalité c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Ousmane Gawal, qu'on puisse prendre cette décision d'exclusion, signifierait que Ousmane Gawal ne peut plus revenir après à l'UFDG? Je dis non. Tout est possible. On est en politique. Peut-être que ça peut même être une stratégie politique. Moi, je veux bien parler du principe de la tétravalence qui nous dit que tout, une chose est possible et son contraire aussi. Vous pensez que c'est du théâtre? Voilà. C'est l'avis donc de CAPS par rapport à ce sujet. Nous sommes contraints d'aller à nos obligations commerciales. Donc, observez la pause. Les grandes gueules reviennent dans 10 minutes sur Espace TV. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.